Revenons d'abord sur un événement qui a fait beaucoup de bruit. Donald Trump a récemment présenté un plan de paix de 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le texte a provoqué une vague de critiques aussi bien en Europe qu'à Kiev, alors qu'il semble répondre presque point par point aux demandes exprimées par Moscou depuis plusieurs années. Pour les Ukrainiens, c'est un plan difficilement acceptable. Pour la Russie, cela ressemble à une victoire diplomatique anticipée. Dans cette vidéo, on va analyser la situation réelle sur le front, le contenu précis du plan de Trump et les logiques politiques qui en découlent. Selon les évaluations publiées par le ministère français des Armées, le front reste globalement figé. On observe des progressions très limitées des forces russes ainsi que quelques contre-offensives ukrainiennes, mais aucun mouvement stratégique majeur. Le secteur de Pokrovsk, par exemple, est totalement immobilisé. Dans la profondeur, la Russie continue de mener des frappes massives contre les infrastructures ukrainiennes, ce qui confirme une stratégie de pression visant à affaiblir l'économie du pays et la résilience de sa population, plus qu'à obtenir des percées militaires rapides. Les pertes russes, confirmées par des sources indépendantes comme Mediazone, montrent une tendance à la baisse. Entre le 19 octobre et le 20 novembre 2025, on recensait environ 978 soldats russes tués, soit une moyenne de 30 par jour. Un niveau bien inférieur aux périodes les plus intenses du conflit. Ce ralentissement suggère une phase de consolidation. La Russie sécurise ses positions en vue des négociations futures. Le 19 novembre, Donald Trump a donc dévoilé un plan de paix en 28 points. Et lorsque l'on observe ce texte, on s'aperçoit rapidement qu'il épouse presque parfaitement les positions russes, au point qu'on pourrait croire qu'il a été rédigé par le Kremlin. Le plan propose que l'Ukraine renonce au Donbass, ainsi les oblasts de Louhansk et de Donetsk, ainsi que la Crimée seraient reconnus comme territoire de facto russe par les États-Unis. Les zones dont l'Ukraine s'est retirée deviendraient des zones démilitarisées dans lesquelles les forces russes s'engageraient à ne pas rentrer. Il est difficile de ne pas voir une validation complète des revendications territoriales de Moscou. Le texte prévoit également une réduction massive de l'armée ukrainienne ramenée à 600 000 hommes. Il interdit tout déploiement de l'OTAN en Ukraine et exclut définitivement l'adhésion de Kiev à l'Alliance. En échange, l'Ukraine recevrait des garanties de sécurité dont le contenu reste volontairement flou. Pendant ce temps, des avions européens seraient stationnés non pas en Ukraine mais en Pologne. Là encore, on coche une par une les exigences russes. Enfin, le plan ouvre la porte à une réintégration rapide de la Russie dans l'économie mondiale, avec un retour au G8 et une levée progressive des sanctions. En clair, la Russie retrouve ses territoires revendiqués, retrouve sa place internationale, voit son adversaire affaibli et sort du conflit renforcé. Pour l'Ukraine, ce plan est évidemment impossible à accepter, mais la position de Kiev est aujourd'hui extrêmement fragile. Zelensky fait face à un scandale de corruption qui affaiblit son gouvernement. Sur le terrain, les forces ukrainiennes subissent la pression constante de l'armée russe et Washington menace de réduire, voire de suspendre son soutien militaire à Kiev. Les Européens rejettent unanimement le plan dans sa version initiale. Ce rejet illustre ainsi aussi une réalité inquiétante. L'Europe, bien que directement exposée à ce conflit, n'était même pas invitée à la table initiale des négociations. Une marginalisation qui souligne sa perte d'influence stratégique. Un sommet d'urgence est organisé le 23 novembre à Genève où 9 points sont réécrits pour tenter de rééquilibrer le texte. La Russie refuse catégoriquement la moindre modification. Pour Moscou, c'est tout ou rien. En réaction, l'Union européenne se durcit. Réarmement massif, déclaration alarmante des chefs d'état-major, avec en France par exemple la création de nouveaux services militaires permettant de former une armée hybride où le rappel des volontaires pourra être possible en cas de conflit majeur. L'Europe se projette clairement vers un potentiel conflit autour de 2030, probablement dans les pays baltes, et se prépare dans une logique de défense anticipée, voire de confrontation assumée. Du côté de Moscou, le discours reste constant. Ce plan doit servir de base à une future cessation des hostilités. Il faut dire que Moscou avance progressivement dans le Donbass et qu'elle sait que le temps joue pour elle. Tant que la Russie garde l'avantage sur le terrain, elle n'a aucune raison de faire des concessions. Pour l'instant, aucun signe d'hostilité directe envers l'Union européenne n'est observable. Pas de mouvement militaire massif aux frontières, pas de posture agressive russe, tout est focalisé sur l'Ukraine. Poutine a déclaré « Les affirmations sur une possible attaque de la Russie contre l'Europe sont un mensonge et des absurdités. La Russie est prête à discuter avec l'Occident des questions de sécurité européenne et de stabilité stratégique. » Il faut cependant surveiller attentivement ce qu'il se passera après la fin du conflit. Redéploiement des forces, construction de nouveaux districts militaires. Ce sont ces éléments qui diront si la Russie tourne vraiment la page ou si elle prépare une nouvelle séquence stratégique.
Si Trump pousse si fortement pour clore la guerre, ce n'est pas uniquement pour des raisons humanitaires ou budgétaires. Sa priorité stratégique, comme il l'a affirmé plusieurs fois, est la compétition avec la Chine, qu'il voit comme la principale menace économique, technologique et militaire pour la suprématie américaine. Dans cette perspective, la Russie apparaît comme un acteur secondaire que Washington pourrait tenter de neutraliser diplomatiquement en levant les sanctions et en normalisant les relations. Le but serait de desserrer le lien Moscou-Pékin, renforcé depuis le début des sanctions occidentales. Mettre fin à la guerre en Ukraine permettrait donc aux États-Unis de concentrer l'essentiel de leur intention sur leur rival chinois. Nous sommes donc face à un blocage total. Moscou avance lentement et renforce sa position. Les États-Unis veulent clore le dossier ukrainien pour se tourner vers la Chine. Kiev est sous pression et manque de marge de manœuvre. L'Europe se réarme et s'inquiète de son déclassement diplomatique. La guerre risque donc de s'installer encore longtemps avec une dynamique lente mais favorable à Moscou, tandis que les grandes puissances tentent de redessiner l'équilibre mondial qui émergera de ce conflit.